my name is Jim Wagner. Bonjour, je suis Jim Wagner. Bienvenue à ce nouveau DVD où nous verrons comment nous entraîner avec le couteau. Dans ce DVD, nous allons voir des techniques d'entraînement que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs. J'ai travaillé comme agent de police, militaire, garde du corps et également comme agent antiterroriste pour le gouvernement des États-Unis. À plusieurs reprises, j'ai dû affronter 2 agresseurs armés de couteaux. La première fois quand j'étais à l'armée, et ça m'est également arrivé lorsque j'étais officier de police du département de justice. Pour m'aider dans ce DVD, j'ai ici Christophe Bess. Bonjour, je suis Christophe Bess, je suis le représentant du système de protection personnelle de Jim pour la France, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Je suis installé à Paris. Le système prend de plus en plus d'ampleur en France. Je l'ai introduit en 2005. Si vous souhaitez de plus amples renseignements, n'hésitez pas à visiter mon site internet jimwagner.alitibes.fr. Pour tous ceux qui veulent des formations avec Jim, prenez contact avec moi. J'aimerais également vous présenter mon autre assistant, Fabrizio Capucci. Salut, mon nom est Fabrizio Capucci. J'étudie le système de Jim Wagner depuis plusieurs années, spécialement la partie consacrée aux forces de l'ordre. Nous avons récemment donné un cours à Ravenna où j'enseigne actuellement. Ces 2 instructeurs vont m'aider à vous montrer l'un des systèmes les plus efficaces qui existent au monde. Dans de nombreux pays, il est légal de porter un couteau et dans beaucoup d'autres, ce ne l'est pas. Nous allons supposer ici que dans votre pays, il est légal de porter un couteau. Actuellement, je porte un couteau. Il s'agit d'un couteau pliable. C'est un couteau conçu par moi et en fonction de mon système basé sur la réalité. La marque Boker l'a fabriqué. C'est une excellente marque de couteau allemande. Nous parlerons des couteaux plus tard. Nous allons maintenant parler de l'endroit où porter le couteau. Où pourrions-nous le porter dans le cas où nous voudrions l'utiliser pour la self-défense? Dans 90% des cas, les criminels et la majorité des gens portent généralement le couteau dans la zone de la ceinture. C'est un endroit très approprié pour porter le couteau, parce qu'il est accessible et que nous y avons presque toujours les mains. Nous pouvons également considérer les poches comme faisant partie de cet endroit. Moi, je suis droitier. Dans mon système, nous n'appellerons pas cette main la main forte, parce que ça voudrait dire que cette main-ci est la main faible. Nous allons plutôt parler de main primaire, et celle-ci serait la main secondaire. Nous ne parlerons en aucun cas de main forte et de main faible. La main que j'utilise le plus est ma main primaire, et l'autre est la main secondaire. Une terminologie adéquate est importante pour apprendre correctement. Dans mon cas, je porte toujours le couteau dans ma poche droite. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin d'utiliser le couteau en cas d'urgence, je chercherai à l'endroit le plus logique. S'il n'est pas là et que je commence à le chercher en d'autres endroits, parce que je l'ai changé d'endroit, je pourrais avoir des problèmes. L'important, c'est qu'il soit accessible. Si j'étais officier de police, je porterais le pistolet de ce côté. Une raison pour porter l'arme du côté droit ou du côté gauche, si vous êtes gaucher, c'est parce que l'arme doit être en arrière. Si quelqu'un, par exemple, venait vers moi, je déplacerai ma jambe droite vers l'arrière. Je vous dirai maintenant pourquoi. Depuis 1976 jusqu'au début des années 80, j'ai été l'un des premiers élèves puis instructeur qui s'entraîna à l'académie de Dan Inosanto. Le système de Jeet Kune Do de Bruce Lee est un grand système, mais il a un inconvénient. Dans ce système, on enseigne qu'il faut avoir la main primaire devant. Donc, si je suis droitier, je dois avoir ma main droite devant. Ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir la zone la plus forte devant. Le problème est le suivant. Que se passe-t-il si je dois utiliser une arme? S'il m'attaque et que je dois sortir mon arme, il est déjà sur moi. Je ne peux pas me débarrasser de lui. Je ne peux pas sortir mon arme et éviter son attaque en même temps. L'idéal est donc d'avoir l'arme derrière. Ce que font tous les policiers et les militaires du monde, c'est avoir l'arme derrière. Parce que s'il m'attaque, je peux aller chercher mon arme, la sortir de la poche, et je peux alors me débarrasser de lui. Je devrais peut-être le pousser ou le frapper, mais ce sera plus facile pour sortir l'arme. C'est la raison pour laquelle les professionnels
doivent avoir l'arme derrière. Un autre endroit où vous pouvez garder le couteau, c'est dans votre botte. Il faut des bottes spéciales pour pouvoir porter des armes. Vous devrez alors vous accroupir, lever un peu le pantalon et sortir l'arme. En réalité, je ne le recommande pas, parce que c'est un processus très lent. Il se peut que pour une arme secondaire, ce soit bien. Mais si vous rangez ici votre arme primaire, au moment du combat, vous n'aurez pas le temps de sortir l'arme. Si vous avez le temps de vous préparer, c'est bien. Mais si quelqu'un se jette sur vous, vous n'aurez pas le temps de vous accroupir. Ce n'est donc pas un bon endroit pour ranger une arme primaire. De nos jours, les gens qui portent des armes les portent dans 90% des cas dans la zone de la ceinture ou dans les poches. Évidemment, on peut également la ranger dans cet endroit, mais par derrière. Par exemple, on peut la ranger dans la ceinture. Il faut simplement lever son t-shirt et sortir le couteau comme ça. Actuellement, il y a des couteaux très maniables qui peuvent facilement être rangés dans la ceinture. Il y a des pays où ce type d'arme est illégal et où il faut porter des objets quotidiens qui peuvent être utilisés comme armes. Ainsi, si vous êtes sur la plage, en train de vous promener avec votre conjoint, il se peut que vous n'ayez pas de poche. Vous pouvez alors placer le couteau ici, car vous n'aurez aucun autre endroit meilleur où le placer. Un des problèmes de la poche pour y ranger le couteau, c'est qu'il y a là parfois d'autres choses, comme des clés ou des monnaies. Il est difficile d'y accéder, et on ne peut les saisir du premier coup. La poche n'est pas un mauvais endroit, mais je recommande de porter un couteau pliable, parce que sinon, si nous mettons la main pour sortir le couteau, nous pourrions nous couper. Mais si nous utilisons un couteau pliable, ça n'arrivera pas. Nous allons maintenant voir comment le cacher dans une veste. En automne et en hiver, nous portons généralement une veste, une gabardine ou un sweatshirt comme celui-ci. Cacher des armes dans ce type de vêtements est très facile. Si vous avez les mains comme ça, on ne remarque absolument pas que vous portez une arme. Vous pouvez porter une arme dans la poche et si vous avez besoin de la sortir pour agir rapidement, vous devez seulement faire comme ça et l'arme est déjà prête à servir. Porter l'arme dans la veste est même mieux que la porter dans la zone de la ceinture, parce que vous avez les mains encore plus près de l'arme. Nous avons déjà parlé des couteaux d'usine qui ont un manche et une lame préparée pour couper. Si vous êtes dans des pays comme les États-Unis ou l'Allemagne, vous pouvez légalement porter un couteau. Mais il y a des pays comme l'Angleterre ou l'Irlande dont les lois ne permettent pas aux citoyens de porter des couteaux dans la rue. Dans ces pays, ce qu'il faut faire, c'est improviser un couteau. Quand je parle de couteau, je me réfère à une arme coupante. Il n'est pas nécessaire d'avoir un couteau d'usine. De fait, c'est ce que font certains prisonniers. Ils ne peuvent pas aller dans un magasin et acheter un couteau. Non. Ils ont ce qu'on appelle une pointe. Utilisant un bout de plastique ou de métal, ou même un bout de bois, ils font une pointe. Ils n'ont pas besoin de lame coupante, parce qu'en prison, les gens se donnent de coups de poignard. On appelle ça « piquer quelqu'un ». Vous devez parfois penser comme si vous étiez un délinquant pour mieux savoir vous défendre. Quand je me trouve dans les pays où l'on ne peut pas porter de couteau, je porte ceci. Il s'agit d'un stylo-bille, comme ceux que portent les cadres supérieurs. C'est un objet dur avec une pointe en métal, qui peut coûter entre 30 et 40 $. Et il peut vous traverser comme si c'était un couteau. Si vous vous êtes bien entraîné avec un système basé sur la réalité, vous n'avez pas besoin d'utiliser un couteau d'usine ou une arme affilée pour poignarder quelqu'un. Comme je l'ai déjà dit à d'autres occasions, un coup de poignard fait plus de mal qu'une coupure. Si vous achetez un stylo-bille comme celui-ci, pensez que vous pouvez même l'emporter dans un avion. Je peux l'emporter dans n'importe quel avion de passagers. C'est seulement un stylo. Il est donc parfaitement légal. Si vous le placez sur un comptoir ou si vous le passez par une machine de rayon X, ils vous le rendent. Et s'il y a une urgence dans l'avion, j'ai une arme parfaite pour me défendre.
Il ne faut pas se limiter aux armes manufacturées. Testez-le vous-même. Évidemment, ce couteau est utile pour la self-défense, mais il serait stupide de l'utiliser pour s'entraîner. Vous ne devez pas utiliser un vrai couteau pour vous entraîner. Il y a des gens qui le font, mais une coupure au cou ou un petit coup de poignard peut être mortel. Nous allons maintenant nous entraîner avec le couteau, mais nous allons le faire en toute sécurité. J'ai développé, avec l'entreprise Boker, un couteau spécial pour l'entraînement basé sur la réalité. La différence, c'est que le manche est rouge et qu'il n'a pas de lames affilées ni de tranchants. Observez qu'il sonne comme un vrai couteau et qu'il est fait des mêmes matériaux. La différence, c'est que celui-ci n'est pas mortel. Il est donc parfait pour s'entraîner. Nous allons voir ensuite ce que vont faire Fabrizio et Christophe pour rendre l'entraînement plus réaliste. Je vais maintenant donner le couteau d'entraînement à Christophe. Il va le placer dans sa poche, comme s'il était dans une situation réelle, et il va le sortir et le déplier pour que vous voyez comment ça fonctionne. Bien, fais-le de nouveau. Nous allons le revoir pour que vous puissiez bien l'apprécier. C'est comme ça qu'on déplie un couteau dans une situation réelle. Range-le, s'il te plaît. Maintenant, nous allons faire la chose suivante. Je vais placer Christophe ici. Et de l'autre côté, on aura Fabrizio. Je vais demander à Fabrizio d'attaquer Christophe. Fabrizio attaquera donc Christophe avec un couteau en caoutchouc et Christophe sortira son couteau pour essayer de se défendre. Nous allons voir comment ça fonctionne. Allez-y. Arrêtez. Dans le système basé sur la réalité de Jim Wagner, la sécurité est fondamentale. Quand vous ferez ces entraînements avec couteau, vous aurez besoin d'une protection oculaire. Que ce soit un couteau en caoutchouc ou un couteau d'entraînement, comme celui que j'ai conçu, ils peuvent vous crever un œil ou vous blesser gravement. Il est donc recommandé de porter une protection oculaire et un protecteur buccal. Il est également important de ne pas vous entraîner à 100% en contact total, parce que dans ce type d'entraînement, vous pourriez vous fracturer un os ou être mis KO. Pour cette raison, vous ne devez pas le faire sans la supervision d'instructeurs qualifiés. Allez-y. Arrêtez. Observez que dans cet exercice, il n'y a pas de mouvement préparé. Fabrizio attaque comme il veut et Christophe se défend comme il peut. C'est la meilleure manière de s'entraîner avec un couteau. Ne faites pas des mouvements prédéterminés. Ne dites pas « attaque-moi de cette manière » ou « attaque-moi de cette autre », parce que ça ne va pas fonctionner dans la vie réelle. Aucun criminel, aucun terroriste ne va vous attaquer comme vous le dites. Quand un nouvel élève ou un nouvel instructeur vient à mon école et que nous faisons un entraînement avec couteau, qu'il soit en caoutchouc ou d'entraînement, je lui dis « attaque-moi fort et vite », comme si tu essayais de me tuer vraiment. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous ferez un entraînement réaliste et c'est comme ça que vous allez apprendre. Nous allons voir maintenant les angles d'attaque, parce que bien que nous connaissons les angles d'attaque, il est important de les revoir. Maintenant, Fabrizio va montrer les 10 angles d'attaque avec l'aide de Christophe. Vous verrez ainsi quels sont les types d'attaque. Observez qu'en réalité, il y a seulement 10 angles. C'est ce que le système a de bon. J'appelle ce système le système métrique de Jim Wagner pour frapper et bloquer. Si vous avez vu les DVD où je parlais de l'usage des mains et du fait qu'il n'y avait
que 10 manières de frapper quelqu'un et celui de l'usage des jambes, où il n'y avait que 10 manières de donner des coups de pied à quelqu'un, avec le couteau, c'est exactement la même chose. Vous allez le voir. Angle 1, le 1 est direct et vers l'avant. Peu importe si c'est au visage ou à la poitrine. Le 2 est vers l'arrière, si quelqu'un nous attaque de derrière. Le 3 est horizontal d'un côté, le 4 est horizontal de l'autre côté. Le 5 est vertical descendant. Le 6 est également vertical mais vers le haut. Le 7 est diagonal vers le bas de droite à gauche. Et le 8 est diagonal vers le bas de gauche à droite. Le 9 est diagonal vers le haut. Et le 10 est également diagonal vers le haut, mais de l'autre côté. Maintenant, nous allons le voir depuis un angle différent. Bien sûr, si vous êtes gaucher, tout sera inversé et les numéros vont changer. Nous allons le voir depuis un autre angle. Maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est saisir votre couteau de cuisine, ou un bout de papier, ou un couteau en bois, ou n'importe quel couteau d'entraînement, et vous allez imiter Fabrizio. Il va faire les mouvements et vous devrez seulement l'imiter. Déplacez l'arme dans la même direction. Christophe va continuer d'être la cible. L'angle 1 est vers l'avant, voilà le 1. Peu importe l'endroit que vous attaquiez, ce peut être la poitrine, le visage ou l'estomac. Si quelqu'un vous attaque par derrière, vous utilisez un angle numéro 2 et vous le frappez avec le manche. Le coup horizontal est le 3, qui se fait comme ça. Le 4 est également horizontal, mais de l'autre côté. Nous avons vu le plan horizontal. Nous allons maintenant voir le plan vertical. Le 5 est vertical vers le bas. Le 6, c'est le contraire, vers le haut. Nous allons maintenant voir les mouvements diagonaux. Le 7 vers le bas et le 8 vers le bas de l'autre côté. Le 9 est vers le haut et le 10 vers le haut, mais de l'autre côté. Ce sont les 10 angles d'attaque pour un droitier. Voyons les 10 angles d'attaque pour un gaucher. Le 1 est vers l'avant, le 2 vers l'arrière. Le 3 est horizontal, sauf que maintenant nous le faisons de gauche à droite. L'angle 4 est horizontal de droite à gauche. Le 5 est vertical vers le bas. Le 6 vers le haut. Nous allons voir maintenant les mouvements diagonaux. Angle 7 et angle 8. Le 9 est vers le haut et le 10 de l'autre côté. Ce sont les 10 angles d'attaque. Fabrizio nous a montré les 10 angles d'attaque et nous avons vu que certains étaient coupants et que d'autres étaient des coups de poignard. Mais on peut faire les 10 angles rien qu'avec des coups de poignard. Par exemple, le 1 est vers l'avant, le 2 serait comme ça. S'il y avait quelqu'un derrière moi, je le poignarderais comme ça. Au lieu de faire le 3 comme ça pour couper quelqu'un, je peux faire comme ça pour poignarder. Ou le 4 peut être fait comme ça. Le 5 peut se faire de cette manière. Et s'il a la tête ici, je le poignarde comme ça. On peut faire des coupes ou donner des coups de poignard. Et à moins que vous ne connaissiez un aspect de la géométrie que je ne connais pas, on peut affirmer qu'il y a seulement 10 angles pour attaquer une personne. Nous allons maintenant voir ce que nous appelons situation de mort mutuelle. Par exemple, il m'attaque avec ce couteau de boucher. Je le tiens et je le coupe comme ça. Nous pouvons également le poignarder comme ça ou comme ça. Le secret se trouve ici. Si vous provoquez une blessure mortelle au cou ou à l'estomac ou sous le bras, il peut mourir, mais il se peut qu'il ne meure pas immédiatement. Dans des situations de combat, beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils ont reçu une coupure profonde ou ils ne savent pas qu'ils ont été poignardés. Dans un entraînement, parfois, vous ne savez pas si on vous a atteint et vous ne le savez pas parce que vous ne sentez pas la douleur. Vous ne savez pas qu'on vous a atteint. Vous savez que quelque chose n'a pas été bien parce que vous entendrez le bruit. Si vous le coupez, il se peut qu'il meure en quelques secondes, entre 3 et 10 secondes. Mais le problème, c'est que dans un combat au couteau, il se peut qu'il ait le temps de vous tuer au cours de ces quelques secondes. Donc,
Si vous vous retrouvez dans une situation de ce type, ce que vous devez faire, c'est vous éloigner de lui. Et s'il vous attaque, lui laisser perdre tout son sang. Vous devez vous éloigner de lui. Et si la situation devient dangereuse, il se peut que vous deviez le parer de nouveau. Mais l'important, si vous le blessez mortellement, c'est de ne pas rester à vous battre, parce qu'il se peut que dans le mouvement suivant, ce soit lui qui vous blesse. Éloignez-vous de lui et ne restez pas dans une situation de mort mutuelle. Dans l'exercice suivant, Christophe va être l'agresseur et va attaquer Fabrizio avec un couteau de boucher. Fabrizio va essayer de se protéger avec un couteau d'entraînement. Mais si nous utilisons mon couteau d'entraînement qui est fabriqué en métal, il se peut que quelqu'un soit blessé. Cette fois-ci, nous allons voir des attaques au cou et pour éviter des malheurs, nous allons utiliser ce couteau qui est un couteau en caoutchouc fabriqué par Boker. Il est fait dans un caoutchouc très résistant et il peut durer des années. Maintenant, j'utilise celui-ci. Avant, j'avais coutume d'utiliser les couteaux typiques made in China, fabriqués dans un caoutchouc bon marché qui se pliait et en plus se cassait immédiatement. Vous devez vous entraîner avec de bons matériels. Mais vous n'allez pas non plus dépenser des sommes folles. Je vais maintenant donner à Fabrizio ce couteau. Il va essayer de se défendre et va utiliser cette arme. Ici se trouve le suspect qui va essayer de le tuer. Ici, on a le bon et ici, le méchant. Allez-y. Ça va, arrêtez. Vous avez vu ce qui s'est passé et ce qu'ils ont fait. Fabrizio a essayé d'éviter les attaques et quand il est parvenu à couper la gorge de l'attaquant, il s'est éloigné. C'est ce que vous devez faire. Ça ne sert à rien si vous parvenez à blesser à mort l'agresseur et si vous êtes vous aussi blessé mortellement. Ce dont il s'agit, c'est de survivre au combat. Et si c'est ce que vous voulez, éloignez-vous. C'est ce qu'il faut faire la plupart du temps. Restez loin du couteau. Un autre outil d'entraînement que j'utilise dans mon système est le couteau No Lie Blade, le tranchant qui ne ment pas. L'usage de ce couteau s'est relativement popularisé dans le monde entier et bien sûr, je l'utilise dans mon système basé sur la réalité. C'est un outil qui ne ment pas. C'est, comme vous le voyez, un couteau en aluminium recouvert d'un feutre. C'est en outre un couteau très résistant. Le feutre, comme vous le savez, est doux, alors que le corps humain est dur. Avec un rouge à lèvres normal, je vais peindre comme ça les bords du couteau. Je vais peindre les zones coupantes et bien sûr, je vais peindre le feutre. Je vais le peindre en rouge parce que le rouge va représenter le sang. Et quand je l'utiliserai contre l'un de mes élèves, il me dira exactement où je l'ai touché. Voyons comment ça fonctionne. Nous allons maintenant faire un petit exercice que je fais avec mes élèves et avec mes instructeurs. Christophe se trouve sur un morceau de tatami bleu. Ça peut être un morceau de tatami, une dalle, un carré fait avec du scotch ou dessiné par terre, n'importe quoi. Ce qui compte, c'est qu'il ne peut pas sortir de cette zone. Voici les règles. Je vais me placer devant lui et quand il me dira qu'il est prêt, je vais l'attaquer. Dès qu'il me le dira, je commencerai mon attaque. J'attaquerai pendant 2 ou 3 secondes et il essaiera d'éviter d'être coupé. Nous allons voir ce qui se passe en 3 secondes avec ce type de couteau. Tu es prêt? Ça va. Comme vous le voyez, ce fut une attaque de couteau réaliste. Comme vous avez vu, je ne l'ai pas laissé saisir le couteau. Personne ne va maintenir son arme ici et permettre que vous la lui saisissez. Surtout pas un criminel ou un terroriste. Je l'ai attaqué comme on le fait dans une prison. Il a essayé de tirer sur ma main, mais j'ai tiré vers l'arrière. Ce fut seulement une attaque en 2 secondes. Nous allons voir les dommages. Nous avons une marque ici. Observez que c'est un grand point. Ce serait donc un coup de poignard. Ici, il y a une coupure. Je ne l'ai pas atteint au cou, c'est seulement une coupure superficielle. J'ai atteint le tissu musculaire. Ce n'est pas mortel. Ici, il y a une coupure à l'estomac, très dangereuse. Et c'est une coupure très nette.
Voyons, quelques éraflures ici, une petite marque au menton, mais c'est seulement superficiel. Une coupure à la jambe qui n'est rien. Et maintenant, voyons derrière. Il y a une coupure ici. Bien. Il y a également un autre petit coup de poignard ici. Je ne sais pas s'il est profond, mais il aurait pu être potentiellement dangereux. Il aurait pu être mortel. Ici aussi, il y a quelques petites coupures. Vous avez vu comment, seulement en quelques secondes de combat, je l'ai touché plusieurs fois et avec des blessures potentiellement mortelles. Qu'est-ce que ça prouve? Que tous les pratiquants d'arts martiaux qui disent « attaque-moi de cette manière, attaque-moi de cette autre », et ensuite font un blocage, une saisie et un renversement, moi, ça me semble ridicule. Je ne vais pas saisir la main de personne et personne ne va me laisser lui ôter l'arme. Ça fonctionne dans les écoles d'arts martiaux parce que nous travaillons avec un adversaire qui collabore. Quand vous affrontez un terroriste ou un criminel, il va tout faire sauf collaborer. Il va au contraire essayer de vous tuer. La saisie de l'arme n'est qu'un exemple. Mais s'il me donne un coup de poing, s'il me donne un coup de poing au visage ou me donne un coup à l'entrejambe, ça ne sert à rien. Parce que dès que je le traverse avec mon couteau, je gagne le combat. Et lui, non seulement il va perdre le combat, mais aussi sa vie. Si vous voulez savoir si vos techniques fonctionnent, essayez de les tester avec un outil comme celui-ci et dites à votre camarade de vous attaquer fort et vite. Vous verrez ainsi si vous êtes bon ou pas. Et si vous voulez faire un meilleur test, faites la même chose avec un inconnu, avec quelqu'un d'un autre système, comme nous l'avons vu ici, et vous saurez vraiment si votre système fonctionne ou pas. Le but de cette vidéo, c'est que vous vous entraîniez mieux et que vous soyez des meilleurs élèves ou de meilleurs instructeurs. Si vous achetez un couteau d'entraînement de Jim Bagnell basé sur la réalité, vous pourrez voir que, sur le dos de la lame du couteau, il y a une grosse ligne. Cette ligne se trouve exactement à 3 cm du tranchant. Cette arme est accompagnée d'un manuel d'instruction où vous pouvez trouver toute l'information à propos de l'arme. Enfin, presque toute, parce qu'il y a une chose que vous ne trouverez pas. C'est quelque chose à propos de cette ligne. C'est quoi cette ligne? Pourquoi se trouve-t-elle à 3 cm? Je vais vous l'expliquer. Quand un couteau nous traverse de 3 cm ou plus, il peut se produire dans le corps ce que nous appelons un choc instantané. Ça ne veut pas dire que si on vous transperce de 3 cm ou plus avec un couteau, vous tomberez immédiatement du fait d'un collapsus. Ce que ça signifie réellement, c'est que si nous sommes traversés par 3 cm ou plus avec un couteau, à l'estomac, au cou, au visage ou n'importe où ailleurs, 30 secondes ou 15 secondes, ou peut-être 2 minutes plus tard, vous perdrez vos esprits. Il se produit une espèce de vertige très fort et vous tombez par terre évanoui. Je le dis par expérience, car une fois, un bout de bois traversa ma jambe. Ce n'était pas profond. Ça me faisait mal, mais ça ne me dérangeait pas. Je me trouvais bien et je pensais que mon seul problème serait que je n'allais pas pouvoir m'entraîner ce jour-là, mais que je le ferais le jour suivant. Et 1 minute et demie après, je me suis évanoui. J'ai perdu connaissance pendant quelques secondes. Que se passerait-il si on vous poignardait sur une région musculaire et que vous penseriez « ce n'est rien » pour ensuite tomber évanoui? Que croyez-vous que ferait à ce moment-là un terroriste ou un criminel? Je vais vous dire ce que moi je ferais pour affronter cette situation. Nous allons imaginer la situation. Je suis un policier ou un militaire et on m'a poignardé. Ce peut être à la tête ou à la jambe, mais il n'y a pas de blessure grave. Je suis bien, mais je suis seul et je n'ai pas de protection. Et cette personne est mon prisonnier ou je suis toujours dans une situation hostile. Qu'est-ce que je fais? Je vous ai parlé du choc instantané. Il se peut que ça vous arrive ou pas, mais c'est un grand problème. J'ai déjà eu cette expérience et je sais ce que c'est d'être poignardé et de tomber soudainement inconscient. Qu'est-ce que je fais? Si je m'évanouis soudain, si ça se produisait, ce type me tuerait. Vous ne savez pas vraiment quand ça peut vous arriver. Si on vous a poignardé, vous courez le risque de vous évanouir. Vous n'avez pas le choix. Vous devez tirer.
Je ne veux pas le faire. Mais, si je souffre le choc instantané, il me tuera sûrement. Je dois donc tirer. Si je suis dans une situation où je vise un suspect, mais que j'ai un camarade à côté de moi, je ne devrais pas tirer sur le suspect, même s'il m'a poignardé. Il se peut que je m'évanouisse, mais je suis protégé. Dans cette situation, je dis à mon camarade, « On m'a poignardé. Si je tombe évanoui, couvre-moi. » C'est ce que je dois faire si le collapsus se produit et que j'ai un camarade qui me couvre. Souvenez-vous de ceci. Je ne dis pas que si on vous poignarde, vous allez vous évanouir. Mais si on vous poignarde, ayez une solution pour le cas où se produirait le collapsus. Un autre couteau que j'utilise pour entraîner mon système est un couteau appelé Shark. Ce type de couteau est fabriqué aux États-Unis et est utilisé actuellement par de nombreuses forces de l'ordre et des agences fédérales aux États-Unis. Il s'agit d'un couteau en plastique dur avec le tranchant et les bords arrondis. Son avantage, c'est qu'il est très solide et que dans une situation de contact, il ne va blesser personne. Sauf si vous perdez le contrôle et que vous le frappez très fort. Un autre outil que nous pouvons utiliser est le sang de maquillage de scène. Voici le sang qui est utilisé à Hollywood pour les films. Et quand vous poignardez quelqu'un, ou que quelqu'un vous poignarde, qu'est-ce qui sort du corps? Du sang, naturellement. Les gens qui ne s'entraînent pas avec du sang de théâtre perdent l'un des éléments les plus importants du combat avec couteau. Je vais maintenant faire une chose que je fais habituellement avec mes élèves dans le cours de combat avec couteau. Nous allons là où se trouve Fabrice, qui sera l'attaquant. Près de lui se trouve également Christophe. Il peut être là, ou près d'un mur, ou près de sa voiture, ou dans un petit espace comme un ascenseur ou un débarras. Je veux que vous joigniez les mains. Si vous avez vu mes autres DVD, vous connaîtrez cet exercice qui est l'exercice de désarmement de Jim Wagner. Quand on vous attaque, vous saisissez l'adversaire, resserrant la distance pour déséquilibrer l'adversaire et sortir du coin. Et pour que ce soit plus réaliste, Fabrizio va attaquer et non seulement il ne le laissera pas sortir de son coin, mais encore, il va faire comme s'il essayait de le tuer avec son couteau parce qu'il s'agit d'un criminel. Bien, maintenant je vais mettre un peu de sang de théâtre sur les mains de Christophe. Je n'en mets pas beaucoup, mais suffisamment pour que ce soit réaliste. Montre les mains. C'est ce qui se passerait s'il essayait de saisir le couteau. Il se couperait. Je vais également mettre un peu de sang sur les mains de Fabrizio et sur son couteau. Pourquoi? S'il te plaît, enlève. Parce que quand vous poignardez quelqu'un, vous avez également du sang sur vos mains. Quand je donnerai le signal, Fabrizio attaquera Christophe. Mais il sera prêt à se défendre, tandis que dans une situation réelle, ils peuvent vous avoir frappé ou vous pouvez être contre le mur et ne pas être en position de défense. Pour la rendre plus réaliste, nous allons placer Christophe dans ce que j'appelle une position de désavantage, qui consiste à lui bander les yeux. Il se peut maintenant qu'il soit touché une ou deux fois, mais ce sera plus réaliste comme ça. Quand Christophe verra le couteau, il se déplacera rapidement. Autrement dit, dès que j'ôterai le bandeau de ses yeux, il s'échappera et le fera très rapidement. Il n'est pas nécessaire de le faire en contact total, parce que c'est déjà en soi un exercice dangereux. Prêt? Allez-y. Ça va, très bien. Nous allons repasser un peu ce que nous avons vu dans la précédente DVD. Observez. Que voyez-vous sur le bras? Il y a une grande quantité de sang. Et en combien de temps? Une seconde et demie. Observez comment il a essayé de contrôler le bras armé. Voyons ce qu'il a fait. Quand Fabrizio a attaqué, Christophe a saisi son bras. Si vous pensez que vous pouvez saisir son bras avec une seule main, vous rêvez. Certains systèmes l'enseignent ainsi,
Mais si vous vous retrouvez réellement dans un combat avec couteau, vous verrez que vous aurez besoin des deux mains. Ensuite, Christophe resserre la distance pour que l'agresseur n'ait pas de place pour attaquer. L'agresseur devra donc pousser Christophe ou le tirer vers l'arrière. Christophe alors le déséquilibre et s'enfuit. C'est ce que vous devez faire quand vous faites l'exercice de désarmement de Jim Wagner. Vous aurez besoin du couteau Shark et du sang des effets spéciaux. C'est la meilleure manière de s'entraîner. J'ai été le premier pratiquant d'art martial à utiliser le sang des effets spéciaux, mais à la police et à l'armée, on utilisait ce sang depuis des dizaines d'années. Parfois, on l'utilisait pour simuler un combat ensanglanté ou que quelqu'un avait reçu un coup de feu et saigné. Mais j'ai eu l'idée de l'utiliser pour simuler le sang dans un combat avec couteau ou pour en couvrir des gants de boxe et simuler du sang dans des combats avec coups de poing. Pourquoi dois-je faire semblant que mon ennemi saigne? Parce que c'est ce qui va se passer dans un combat réel. Si je tire sur quelqu'un ou je le poignarde, je veux que ma pensée s'habitue à cette image. C'est spécialement important pour ceux qui ne se sont jamais retrouvés dans cette situation et qui n'ont jamais vu ce type de blessure. Pour quelqu'un qui apprend à se battre avec un couteau, il est important qu'il s'habitue à se voir saigner. Parce que s'il s'est coupé, il se verra saigner. Il verra son propre sang. Si vous vous habituez à vous voir saigner, quand ça se produira dans une situation réelle, vous allez penser que c'est normal parce que vous vous y êtes entraîné. Mais si vous n'avez jamais vu du sang et que vous vous retrouvez dans une situation où vous saignez, vous allez prendre peur et vous resterez paralysé. L'objectif, lorsqu'on travaille avec ce type de sang, c'est de rendre tout plus réaliste. Ce que le sang des effets spéciaux a de bon, c'est qu'il est très bon marché. Je n'utilise pas seulement du faux sang dans mes entraînements. J'utilise également le maquillage de Hollywood. Dans le niveau 2 de mon système de défense personnelle basé sur la réalité, nous utilisons ce qui s'appelle du maquillage de scène. Nous avons ici plusieurs éléments de maquillage. C'est ce que l'on appelle croûte de latex. Vous pouvez l'acheter dans un magasin de matériel pour théâtre ou comme ici, où je l'ai fait moi-même. J'ai appris comment fabriquer ce latex et j'enseigne à le faire à mes élèves de plus haut niveau qui veulent pousser leur entraînement un échelon plus haut. Je vais en outre utiliser cette colle appelée Spirit Gum, qui est utilisée pour fixer le latex. Ici, j'ai un pinceau de maquillage et cet onguent couleur chair qui fait partie du set de maquillage de scène. J'ai également du sang sous forme de gel et enfin le sang des effets spéciaux que nous avons déjà vus. Je vais maintenant créer une fausse blessure sur le visage de Christophe en très peu de temps. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup de temps, surtout si vous voulez le faire seulement pour un entraînement. Mais si vous vouliez bien le faire, comme on le fait à Hollywood, ça pourrait prendre un peu plus d'1 heure. Je vais vous montrer comment, en quelques minutes seulement, vous pouvez vous maquiller pour vous entraîner dans votre académie ou pour votre entraînement particulier. Ce sera probablement la première fois que vous voyez ça dans un DVD d'arts martiaux. Christophe va me servir de modèle. Ce que je vais faire, c'est utiliser cette fausse blessure en latex pour simuler une coupure de couteau. On l'utilise pour ce que l'on appelle entraînement post-conflict. Il est intéressant, par exemple, d'enseigner aux élèves comment traiter une blessure de couteau provoquée par un combat. Dans un combat réel, on n'a pas un combat qui se termine, et un point c'est tout. Vous devez vous occuper des blessures, parler avec la police. Vous devrez sûrement passer devant un tribunal 2 mois ou 2 ans après. Pour voir tout ça, nous faisons ce que nous appelons l'entraînement post-conflict. Et l'un des éléments, ce sont les blessures réalistes. Nous allons faire la chose suivante. Une fois que nous savons où nous voulons placer la blessure, nous saisissons la Spirit Gum qui vient avec un petit pinceau. Ensuite, nous couvrons de Spirit Gum le dos de la blessure en latex. C'est une substance collante comme une colle.
mais elle n'est pas nocive pour la peau et, comme je l'ai dit, à Hollywood, ça fait des années qu'elle est utilisée. Voici comment on fait. Nous couvrons avec cette substance sur tous les bords de la blessure. Nous n'allons pas nous étendre beaucoup. Il ne s'agit pas de le faire parfaitement. Simplement, vous donner une idée. Nous allons également en mettre un peu ici, sur la zone où nous collerons la blessure pour qu'elle colle mieux. Vous voyez comment j'étends la substance pour que ça adhère bien? Et voilà. Maintenant, je vais saisir la blessure en latex et je vais la mettre là où je veux. Je veux qu'elle soit juste ici. Ça va? Je la colle sur la tête. Je la place soigneusement. Vous pouvez faire une retouche finale si vous voulez qu'elle colle bien et qu'elle reste bien collée. Ça commence à avoir bonne mine. Nous allons continuer d'appliquer le maquillage. Sur Internet, vous pouvez le trouver. Cherchez dans les articles pour théâtre ou pour Hollywood et vous trouverez du maquillage de différentes couleurs. J'ai choisi celui qui ressemble le plus à la couleur de sa peau. Et je l'applique ici. J'ai essayé de choisir une couleur qui ressemble le plus possible à la couleur de sa peau. Il y a une large gamme de couleurs, car il y a différentes couleurs de peau. Pour un noir, un asiatique ou un hispano, vous devrez choisir la couleur correspondante. Ici, Christophe est caucasien. J'ai essayé de choisir une couleur semblable à la couleur de sa peau. Elle aurait peut-être pu être un peu plus foncée. Si j'avais eu ici le set de maquillage que j'ai dans mon école, j'aurais trouvé la couleur juste. Mais avec ceci, vous pouvez vous faire une idée. Ce que je fais maintenant, c'est peindre la blessure. Nous voyons que ce n'est pas la couleur exacte de sa peau. Vous pouvez acheter la couleur exacte de la peau de quelqu'un ou bien mélanger différentes couleurs pour atteindre un ton plus foncé ou plus clair suivant le cas. Maintenant, nous allons peindre la blessure et la peau tout autour pour que ça présente bien. Je le fais rapidement parce que je veux seulement vous donner une idée de ce que c'est. Nous peignons la blessure et les bords de la blessure sur sa peau. L'idée, c'est de mêler la couleur de la blessure avec celle de sa peau. Parce que ce que l'on veut, c'est que ça ressemble à une blessure réelle. Ça doit avoir l'air réel. Ça va. Si j'avais plus de temps, je pourrais le faire parfaitement. Je vais le mélanger pour que ça ressemble plus à la couleur de sa peau. Parfois, on utilise le bleu ou le noir parce que dans une blessure grave, on peut voir ces couleurs. Maintenant, je mélange simplement sur les bords. Nous sommes ici en train de faire un travail rapide et superficiel, sans entrer dans les détails, pour que vous fassiez une idée de la manière de simuler une blessure. Nous allons maintenant appliquer ce que l'on appelle du gel de sang. C'est une substance plus épaisse qui simule le sang. Ça ressemble à de la cire et donne plus de réalisme à la blessure. Elle colle à la blessure et la lumière s'y reflète. Ça donne alors la sensation d'une blessure plus profonde. On n'utilise pas de la peinture plastique. Elle sert seulement de guide. Il vaut mieux utiliser ce type de gel. Nous l'appliquons sur la blessure. Observez comment ça ressemble à une blessure sanglante. Vous ne devez pas en mettre beaucoup, juste le nécessaire pour avoir un bel effet. Le dernier élément du maquillage est le sang des effets spéciaux qui est plus liquide. Avec celui-ci, nous pouvons être plus généreux parce qu'ainsi, on voit du sang goutter. Appliquez-le sans peur. Il doit y avoir des gouttes de sang sortant de la blessure pour que ce soit plus réaliste.
Je le fais rapidement parce que je veux seulement vous donner une idée de ce que c'est. Appliquez-le sans peur. Il doit y avoir des gouttes de sang sortant de la blessure pour que ce soit plus réaliste. Nous peignons également quelques éraflures près du nez pour avoir l'impression qu'on les frappait. Vous pouvez mettre les blessures et l'épée que vous voulez. Ce qu'il y a de bon, c'est qu'il y a toutes sortes de choses pour les simuler. J'ai seulement pris un exemple pour vous donner une idée. Bien, tourne la tête. Maintenant, de l'autre côté. Maintenant, c'est assez réaliste, surtout si quelqu'un le voit en train de se battre. Si je conduis quelqu'un à mon école et qu'il voit cet homme saigner comme ça, il va penser que quelqu'un l'a blessé au cours d'une attaque. C'est un exercice que je fais avec les élèves pour que la situation paraisse plus réaliste. Maintenant, nous allons voir Christophe se battre contre Fabrizio. Ce que nous avons vu ici, c'est une attaque avec couteau. Dans ce cas, je dirais à l'un de mes élèves, « Lève-toi et aide cet homme. » Et il se lèverait et dirait, « Mon Dieu, cet homme a une blessure à la tête. » Que fait-on dans ce cas? C'est ça l'entraînement post-conflit. Maintenant, je représente l'un de mes élèves auquel je dirai, « Hé, va aider cet homme. » Et il devrait décider que faire, parce que c'est ça le résultat d'un combat. Nous voyons qu'il n'a pas d'autre blessure, mais il y a une blessure ici, et nous devons appuyer sur la blessure, par exemple avec un mouchoir. Je place le mouchoir ici et j'appuie. Je sors alors de ma poche mon téléphone pour appeler les autorités. Je veille également à ce que l'agresseur ne revienne pas. Si vous voulez que votre entraînement soit plus réaliste, vous pouvez utiliser ces trucs de Hollywood. Il y a d'autres effets que nous pouvons créer. Ce sont ceux que nous utilisons dans le cas où nous simulons une attaque terroriste. Par exemple, si une bombe a éclaté, nous pouvons lui mettre ceci sur le bras pour simuler un os cassé avec un détachement de la peau. Nous allons voir un autre cas. Par exemple, si un terroriste suicide s'immole dans un restaurant, nous pouvons simuler des morceaux de verre ou de métal plantés dans sa peau. Nous pouvons en mettre un ici et un autre ici, par exemple. Il y a également d'autres objets. Nous pouvons utiliser des capsules de sang que l'on mord et qui peuvent simuler des blessures internes. Nous avons également des postiches. Si nous voulons, par exemple, déguiser quelqu'un, nous pouvons ajouter des poils à sa barbe pour qu'elle paraisse plus longue. Pour la fixer, on utiliserait la spirit gum. Nous pouvons recréer une scène dans un pays étranger et nous devrons utiliser une peinture faciale militaire. Au niveau 2, nous enseignons pourquoi on utilise la peinture faciale militaire. Nous devons créer des scènes réalistes. C'est de cela qu'il s'agit. Une fois que vous avez appris à frapper, que pouvez-vous apprendre de plus sur les frappes? Il est très facile d'apprendre à frapper quelqu'un. Ce que vous devez faire, c'est apprendre à le faire dans des contextes réalistes. Nous utilisons pour ça des effets spéciaux. Dans le combat au couteau, nous utilisons également les effets spéciaux. Car c'est l'objectif, rendre l'entraînement le plus réaliste possible. Dans ce DVD, je vais introduire un matériel extra. Très peu de maîtres ou d'instructeurs d'arts martiaux ont l'occasion de concevoir leur propre couteau. Surtout pour une compagnie aussi importante que Boker. Je vais vous parler de ce couteau que j'ai conçu. Parce que je crois que les couteaux sont une bonne arme de défense personnelle si vous êtes dans un pays qui permet de porter un couteau. Si vous êtes policier ou agent de la loi, le couteau est une bonne arme d'appui. Que se passe-t-il si vous vous retrouvez sans balle ou si vous perdez votre pistolet? Quand j'ai commencé à dessiner ce couteau, je ne savais pas quel aspect il aurait. Parce que j'ai d'abord pensé aux éléments que devait avoir le couteau. La première chose que vous voyez dans le couteau de Jim Wagner basé sur la réalité,
C'est un manche ergonomique pour faciliter une bonne saisie. Il s'adapte bien aux mains. Il a des renforcements ici pour les doigts. Peu importe si vous faites la saisie en pic à glace ou la saisie normale pour poignarder vers l'avant ou si vous voulez saisir avec l'autre main. Il n'y a pas de différence pour autant que vous le saisissiez de la même manière. À l'arrière, il y a une zone spécialement conçue pour placer la paume de la main. Bien, vous saisissez le couteau comme ça ou comme ça. Ça évite que le couteau ne glisse dans votre main. Une autre chose intéressante, et c'est là l'une de mes idées patentées, c'est ce que j'appelle le glisseur du pouce. Il permet, par exemple, si vous êtes dans un endroit obscur et que vous voulez ouvrir le couteau, si votre pouce touche la zone rugueuse, c'est qu'il n'est pas bien placé. Mais s'il touche la zone douce, c'est là qu'il doit pousser pour ouvrir le couteau. En outre, ce couteau a un ressort et en fonction de l'endroit où il se trouve, nous pouvons faire en sorte que le couteau s'ouvre d'un côté ou de l'autre. Tout dépend de l'endroit où vous voulez le ranger et vers où vous voulez l'ouvrir. Il y a une autre bonne chose que possède la zone arrière du manche du couteau. Je l'ai conçue pour qu'elle fonctionne comme une arme d'impact. Elle est utile pour les situations où on ne veut pas utiliser une force létale. Avec ce manche, nous aurons quelque chose de solide dans la main pour frapper. On trouve ici ce que j'appelle un brise-vitre. Je l'ai conçu pour que ça ressemble à un style. Ainsi, si vous le voyez de loin, on dirait que vous avez un stylo dans la main. Vous pouvez également voir que la lame a une forme particulière. Elle a ce que j'appelle un tranchant d'épée. Cette partie est celle qui fera le plus de mal si vous devez poignarder quelqu'un pour vous défendre. Ce couteau est conçu pour poignarder, pour traverser la chair. Ici, il y a ce que j'appelle un point de déchirure. Ce point se trouve près du tranchant. Quand vous poignardez quelqu'un, il est bon de pouvoir déchirer un peu la chair. Pour ça, j'ai dessiné la lame de forme recourbée. Si vous utilisez un couteau droit, vous allez simplement faire une coupure superficielle. Mais quand vous tirez vers l'arrière avec un couteau courbe, la courbure du couteau rend la blessure plus profonde. Vous verrez qu'il fait une coupure plus profonde si vous faites un test avec de la viande. Vous pourrez essayer avec un bout de viande crue, de bœuf par exemple. Vous verrez qu'il fait une coupure profonde jusqu'à atteindre l'os. Parce que c'est pour ça qu'il a été conçu. Dans cette zone, nous avons ce que j'appelle des rainures pour le sang qui ne permettent pas seulement au couteau d'être plus léger. Parfois, quand vous poignardez quelqu'un, les muscles et les tissus en tension peuvent retenir le couteau. Ces rainures peuvent permettre au sang de circuler et on peut retirer plus facilement le couteau. Il y a des gens qui ne croient pas que ça se produise, mais je l'ai ajouté pour augmenter ses prestations. J'ai conçu ce couteau aussi bien pour les civils que pour les policiers ou les militaires. Pour ça, un autre avantage qu'il offre, c'est qu'en plus d'avoir un trou derrière, il y a un autre trou sur la lame, et ça sert en cas de guerre. Il y a des soldats en Afghanistan qui portent ce couteau et par exemple, s'ils se trouvent derrière les lignes ennemies et ont besoin d'un outil de survie, ils peuvent mettre un bâton ici, nouer le couteau au bâton avec une corde, et ils ont également un autre point pour fixer en toute sécurité le couteau sur le bâton. Ce couteau est vendu dans le monde entier. Que vous soyez policier, militaire ou civil, et que vous achetiez ce couteau ou n'importe quel autre, j'espère que les choses que je vous ai enseignées dans ce DVD vous aideront à rendre votre entraînement plus réaliste et que non seulement vous parviendrez à être de meilleurs experts martiaux, que vous pourrez survivre à une situation périlleuse. Je vous recommande de suivre l'un ou l'autre de mes cours, surtout celui de survie avec couteau. Vous pouvez prendre contact avec moi et avec mon organisation à travers la page web jimwagnerrealitybased.com.
Si certains des couteaux que j'ai conçus vous intéressent, les voici. Ça, c'est le couteau d'entraînement qui ressemble à celui-ci, mais dans la version d'entraînement. Si vous voulez un couteau plus traditionnel, vous avez cet autre couteau. Il a le même manche, mais la lame est plus traditionnelle. J'ai également un couteau pour les opérations de sauvetage. Il est spécialement conçu pour couper les ceintures, les cordes et d'autres matériaux. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec le fournisseur à la page web boker.de. J'espère qu'ils vous seront utiles. Merci.